Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 10 mars. Au sommaire cette semaine, 5 articles. L'autorité de la concurrence fait de l'économie numérique sa priorité, à lire sur siècledigital.fr. Les consommateurs croient-ils vraiment en l'engagement écologique des marques, à lire sur emarketing.fr. Près de 80% des directions marketing et expérience client se disent dépendantes des cookies tiers, à lire sur e-commerce mag. L'économie de l'abonnement ou comment remettre l'expérience client au cœur des stratégies pour fidéliser, à lire sur madines.com. Et enfin, location, comment Decathlon, Kiabi et Petit Bateau mènent leur évolution, à lire sur le JDN. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, je vous invite à écouter l'épisode 161 dans lequel je reçois Manuel Roy, CEO et cofondateur d'Hector, le leader du service de voiturier de parking en gare et en aéroport. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. L'autorité de la concurrence fait de l'économie numérique sa priorité, à lire sur siècledigital.fr en date du 6 mars. L'autorité de la concurrence a publié le 3 mars 2023 sa feuille de route pour la période 2023-2024. L'organe administratif chargé de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles a décidé de se concentrer sur 8 points clés. Parmi eux, occupe une place notable le numérique, dont les enjeux concurrentiels continuent de s'imposer comme une priorité, justifiant un engagement de long terme et le déploiement de ressources importantes. Focus sur le cloud et les données personnelles pour les 2 prochaines années. Dans cette feuille de route particulièrement détaillée, l'autorité de la concurrence met l'accent sur l'un des engagements qui l'anime depuis plusieurs années, les problématiques du numérique. L'institution souhaite avancer sur des dossiers majeurs en cours d'ici la fin de l'année. Un premier compte-rendu sur les acteurs du cloud doit être rendu au cours du semestre. L'autorité antitrust française a reconnu peu connaître le secteur. Ce travail doit lui permettre d'être plus légitime pour participer aux réflexions autour de la régulation du cloud computing au niveau européen. Ces discussions devraient déboucher sur la forme finale du Data Act, le règlement européen encadrant les données en ligne, souvent stockées dans le cloud. Ce nouveau cadre législatif viendrait compléter le règlement général sur la protection des données, RGPD, parfois considéré comme inefficace sur certains aspects. L'autorité va surtout préparer l'arrivée du Digital Market Act, DSA, et Digital Services Act, DSA. Il devrait entrer... il y a une petite erreur. Digital Market Act, DMA, Digital Services Act, DSA. Il devrait entrer en vigueur le 2 mai prochain. Les règlements sur les marchés et les services numériques viendront épauler le règlement sur la protection des données. L'autorité de la concurrence pourra s'appuyer sur ce nouveau cadre législatif afin de sanctionner les entreprises accusées d'abuser de leur position dominante. L'autorité de la concurrence renforce sa collaboration avec plusieurs régulateurs français. Pour l'autorité de la concurrence, une attention forte sera concentrée sur les géants technologiques implantés en Europe, les GAFAM. Le gendarme français de l'antitrust précise que le strict respect des engagements pris par les grandes plateformes sera attentivement suivi, qu'il s'agisse de Google à l'égard des éditeurs et agences de presse ou encore de Google et de Meta dans la publicité en ligne. En juin 2022, Meta s'est engagé à améliorer ses pratiques dans ce secteur suite à la plainte déposée par Criteo à la fin de la dernière décennie. Pour que les lois soient pleinement respectées et que tous les engagements pris par les entreprises soient honorés, l'autorité va renforcer sa collaboration avec d'autres régulateurs. Tout d'abord, la CNIL, en raison de la riche interaction entre protection des données personnelles et règles de concurrence.
Ensuite, avec l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, considérant que le secteur des médias est en pleine évolution. Au début de l'année, Benoît Loutrel, l'un des membres du collège de l'Arcom, affirmait qu'avec l'arrivée du DSA, la capacité d'action du régulateur serait démultipliée. Enfin, la dernière institution avec laquelle l'antitrust français souhaite se rapprocher est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'ARCEP. Parmi les autres thématiques clés, l'autorité souhaite amplifier son intervention sur le développement durable, soutenir le pouvoir d'achat, favoriser les acheteurs publics ou encore garantir le meilleur emploi des ressources, notamment énergétiques, sur tout le territoire français. Les consommateurs croient-ils vraiment à l'engagement écologique des marques? À lire sur e-marketing.fr en date du 6 mars. À l'ère où les efforts écologiques deviennent indispensables, les marques tentent toutes de s'engager et de proposer des alternatives responsables et durables. Mais est-ce suffisant pour convaincre les consommateurs? L'Institut d'études YouGov a publié une étude consacrée aux promesses écologiques des marques. Les consommateurs s'en méfient-ils? Au niveau mondial, 44% des consommateurs affirment essayer d'acheter des produits uniquement auprès d'entreprises responsables sur le plan social et sur le plan environnemental. Mais à quel point leur font-ils confiance? Les utilisateurs sont sceptiques face à l'engagement des marques. D'après les résultats obtenus par YouGov, 60% des personnes interrogées sont d'accord avec l'affirmation « Je suis sceptique » quant aux tentatives de la plupart des marques de me convaincre qu'elles sont respectueuses de l'environnement. Les Britanniques, 71%, les Espagnols, 69%, les Français, 66% sont d'ailleurs en tête des consommateurs les plus sceptiques. Au contraire, les marchés de la région APAC, à l'exception de l'Australie, semblent être moins méfiants en comparaison à la moyenne mondiale. Petite ou grande marque, à qui les consommateurs font-ils confiance? L'étude de YouGov a également questionné la taille des entreprises comme facteur impactant la confiance des consommateurs. L'Institut s'est demandé si les personnes interrogées avaient plutôt tendance à se fier au discours des petites marques plutôt qu'à ceux des grandes marques. Les personnes interrogées sont globalement plus susceptibles de considérer que les petites marques sont plus crédibles que les grandes. Parmi les personnes interrogées, les plus sceptiques, 36% sont plus susceptibles de croire les messages publicitaires des petites marques plutôt que des grandes. Parmi les 7% de consommateurs qui font confiance aux grandes marques, 27 sont plus enclins à être convaincus par les petites marques. Même tendance s'observe sur les marchés nationaux. Expériences clients se disent dépendantes des cookies tiers, à lire sur e-commercemag.fr en date du 9 mars. Malgré la fin annoncée des cookies tiers sur les navigateurs, les marques sont toujours très dépendantes des cookies. Certaines prévoient même d'augmenter leur budget pour des activations basées sur les cookies, selon une étude menée par Adobe et Advanis et dévoilée le 9 mars 2023. Prévu pour 2022, puis pour 2023 et enfin pour 2024, a priori, la suppression des cookies tiers dans le navigateur Chrome est annoncée par Google depuis 3 ans. Pour autant, les marques investissent encore trop d'argent dans cette stratégie marketing et ne prennent pas les mesures nécessaires pour adapter leur stratégie de données, pointe Adobe. Pour mesurer le degré de dépendance des marques aux cookies tiers et les conséquences commerciales de la non-anticipation des démarches cookieless, la plateforme qui révolutionne les expériences numériques a mené une étude avec le cabinet Advanis auprès de 400 responsables marketing et de l'expérience client en France. Il en résulte de l'étude que 79% des responsables marketing et de l'expérience client en France sont toujours fortement tributaires des cookies tiers. Malgré leur disparition programmée, 38% des responsables consacrent au moins la moitié de leur budget marketing aux activations basées sur les cookies. 56% prévoient même d'augmenter leurs dépenses dans les activations dépendantes des cookies en 2023. Pourquoi ? Ces derniers estiment ne pas avoir le choix. 53% considèrent qu'il s'agit d'un mal nécessaire, tandis que 44% affirment ne pas avoir accès aux ressources nécessaires pour adapter leur stratégie. Un manque à gagner et des pénalités à long terme. 75% des responsables travaillant dans des entreprises tributaires des cookies
déclare que les environnements dans lesquels les cookies tiers ne fonctionnent pas, tels que les réseaux sociaux et les appareils Apple, sur lesquels la disparition des cookies tiers date de 2017, représentent au moins 30% de leur marché potentiel, quand 39% affirment que les environnements sans cookies représentent moins de 50% de leur marché potentiel. En conséquence, ces responsables marketing ou expérience client sont en incapacité, en 2023, de cibler 30 à 50% de leur clientèle potentielle, un pourcentage qui devrait augmenter avec la disparition effective des cookies tiers dans le navigateur Google. La fin des cookies tiers pénalisera donc les entreprises non préparées et les directions marketing et relations clients en sont conscientes. Plus des 3/4 des responsables pensent que la fin des cookies tiers va pénaliser fortement, dans certains cas, leur entreprise. 9% affirment qu'elle va dévaster leur entreprise, 26% s'attendent à d'importants préjudices et 42% prévoient des répercussions négatives modérées. Entre confusion et inaction, les différents reports annoncés par Google quant à la disparition des cookies semblent provoquer la confusion, voire l'inaction selon Adobe. Si en France, 53% des responsables déclarent accélérer leur préparation à un avenir sans cookies ou à en faire une priorité absolue, 43% ne font rien, ne percevant pas l'urgence de se préparer à un monde cookieless. Pourtant, pour continuer à tracer les visites de façon individualisée, les marques et les éditeurs doivent se reconcentrer sur leurs données first party, les propriétaires, et les combiner avec du contextuel ou du ciblage par centre d'intérêt notamment. Pour Adobe qui commercialise une plateforme de données clients, CDP, les entreprises qui n'utilisent pas ces applications combinant les données first party de partenaires sur les attributs, les comportements, les préférences et même le consentement pour créer des profils clients exploitables sont désavantagés par rapport à la concurrence. 40% de ces entreprises auraient ainsi des difficultés à diffuser des expériences personnalisées sur tous les canaux. Bien que la dépendance continue des responsables marketing vis-à-vis des cookies soit peu surprenante, c'est un fait, les attentes des consommateurs et la réglementation ont changé. Les entreprises doivent nouer des relations de confiance mutuelle et laisser les clients contrôler leurs données et leur utilisation. La tendance est claire, les marques se tournent vers des plateformes non tributaires des cookies tiers. Celles qui ignorent cette tendance accusent actuellement un manque à gagner et sur le long terme mettent en danger leur activité, commente Christophe Marais, marketing directeur Western Europe chez Adobe. L'économie de l'abonnement ou comment remettre l'expérience client au cœur des stratégies pour fidéliser. À lire sur madines.com en date du 9 mars. Box internet, plateforme de vidéo à la demande, transport en commun ou en libre service, accès à un établissement culturel. Nous possédons tous plusieurs abonnements pour bénéficier au quotidien de nombreux services et produits. C'est la tribune de Julia Cam, directrice marketing HubSpot France. Cette révolution de l'abonnement est le reflet d'un grand bouleversement de notre société avec la transition d'une économie de la propriété vers une économie de l'usage où l'abonnement tient une place fondamentale. Le marché de l'abonnement pesait déjà 200 milliards de dollars en 2021 et pourrait plus que doubler pour atteindre 500 milliards d'ici 2025 selon le rapport Chronomix 2021 de Télécoming. Réservé d'abord aux services dématérialisés tels que Netflix ou Spotify, l'abonnement concerne aussi désormais des produits physiques, vins, vêtements, etc. Le secteur de la grande distribution ou des transports connaissent ainsi une hausse importante des recettes générées par ce type de modèle. Et si le recours à l'abonnement a explosé ces dernières années dans le B2C, la pratique se développe également de plus en plus dans le B2B. Aussi bien bénéfique pour les consommateurs que pour les marques, le modèle de l'abonnement repose d'abord sur la capacité des marques à analyser le comportement des clients pour prédire leurs envies et proposer les meilleures expériences possibles. Un confort pour le consommateur. À travers des dépenses généralement peu élevées mais régulières et prévisibles, l'abonnement offre une forme de confort aux consommateurs. Il décharge mentalement les abonnés de certaines tâches en recevant un produit ou un service à intervalles réguliers sans avoir à y penser, comme un service de livraison de couches pour les jeunes parents. De même, la facilité pour se désengager en quelques clics ou en un appel est une flexibilité essentielle pour l'expérience du consommateur.
Un modèle par abonnement doit en effet être synonyme de valeur ajoutée pour le client. Au fil des usages, les marques apprennent à connaître le consommateur afin de déterminer ses besoins, ses préférences et lui faire ainsi des propositions de souscription adaptées pour délivrer une offre personnalisée. Amazon propose ainsi à ses utilisateurs d'instaurer une commande récurrente automatique lorsque le client achète un produit à intervalles réguliers, ce qui est idéal pour les produits à remplacer fréquemment, comme les filtres à eau ou capsules de café par exemple. Davantage de sérénité et de pérennité pour les marques. Premier avantage de l'abonnement pour les marques, pouvoir mieux planifier l'activité des revenus et les commandes de matières premières pour les mois à venir. Un avantage indéniable, surtout dans un contexte économique incertain. Deuxième avantage, le pouvoir de la fidélisation. Souscrire à un abonnement ne nécessite généralement que quelques clics pour recueillir les précieuses informations, d'abord personnelles, identité, email, téléphone, qui pourront ensuite être exploitées par la marque pour personnaliser sa relation client. En outre, le processus de paiement étant souvent la première raison d'un abonnement de panier, le modèle de l'abonnement rassure les marques puisqu'il réduit considérablement la fenêtre de l'hésitation ou du problème technique. Avec un abonnement, cette étape du paiement n'a en effet lieu qu'au moment de la souscription. Tous les paiements futurs seront a priori automatiques, donc assurés. En échange de son engagement, l'abonné s'attend à bénéficier au minimum d'un service impeccable, au mieux d'une relation privilégiée et dans l'idéal d'une expérience parfaite, soit le prix de sa fidélité sur la durée. Pour y parvenir, la donnée joue un rôle essentiel. Alors demain, tous abonnés? Si l'économie de l'abonnement semble pérenne, le contexte actuel inflationniste, voire de polycrise, si l'on retient la formulation du dernier Forum économique mondial, incite les marques à réajuster leurs copies. Les consommateurs cherchent aujourd'hui à réduire leurs dépenses et font davantage le tri dans leurs abonnements, soit en se désengageant totalement, soit en basculant vers des offres moins coûteuses. Les marques doivent donc adapter leur modèle d'abonnement et surtout rester agiles en songeant notamment au développement d'offres à prix évolutif adapté à l'usage du service et reflétant plus précisément la consommation sur une période donnée. L'économie de l'abonnement doit trouver son second souffle. Location, comment Decathlon, Kiabi et Petit Bateau mènent leur révolution à lire sur le JDN en date du 3 mars. Portée par les politiques RSE, la location s'inscrit désormais dans les démarches d'économie circulaire des retailers qui doivent surmonter de nombreux obstacles. Loin d'être un nouveau format, la location fait pourtant parler d'elle ces derniers mois. Petit Bateau a lancé des box de vêtements pour bébés en ligne en novembre 2022. Kiabi teste la location en magasin depuis septembre de la même année. Decathlon loue des vélos enfants depuis octobre 2021. Et Gémeaux des vêtements de grossesse. Si le modèle a été éprouvé par d'autres, comme les loueurs de ski ou de matériel technique, le paradigme change et la location s'attaque aux vêtements, aux équipements sportifs ou aux meubles avec des startups comme Ernest. La location s'inscrit désormais dans les politiques RSE des entreprises et devient partie prenante des circuits d'économie circulaire mis en place par les retailers. La location chez Petit Bateau est partie d'une réflexion globale sur l'économie circulaire. En 2030, un produit sur 3 que nous vendons devra être issu de l'économie circulaire. Mais mettre en place de la location nécessite de se transformer. Louer et relouer ne peut pas fonctionner si le produit ne résiste pas au lavage, énonce Delphine Lebas, directrice RSE de la marque vestimentaire. La location demande donc une réflexion complète de l'entreprise et ne s'adapte pas à tous les produits. La location fait sens pour le ski, pas pour les joggings ou les baskets. Tout va dépendre de l'usage et de la profondeur de la catégorie. La problématique dans la location se joue dans la gestion du calendrier et dans la logistique continue. Julien Bruit, le CEO d'Orgami Marketplace, un éditeur de solutions marketplace adaptées à l'économie circulaire. Une organisation à revoir. Pour Alban Lemaire, le cofondateur d'Ernest, qui propose de la location de meubles, la rentabilité de modèle va dépendre de la durée de vie utile en location de l'article. Le nombre de locations ne joue pas forcément, car leur durée va différer. Il faut prendre en compte le prix d'achat, le coût logistique, le reconditionnement. Proposer des box de location chez Petit Bateau n'est pas un petit truc sur un coin de table. Cela demande une transformation complète de l'entreprise, tranche Delphine Lebas.
L'entrepôt de la marque Centenaire, situé à Buchères, près de Troyes, n'était pas prévu pour accueillir un format d'économie circulaire. Il faut des machines à laver, des machines de désinfection. Nous avons dédié 100 mètres carrés de l'entrepôt à cette activité. Nous avons réaffecté certains de nos employés, détaille la directrice RSE. Même son de cloche du côté DSI, nos équipes ont dû s'arracher les cheveux car le système est construit sur un modèle linéaire. Nous nous sommes fait accompagner de partenaires comme Leasy, une solution de gestion des opérations de location et de vente de seconde main. Mais nous avons voulu garder notre logistique en interne pour en garantir la qualité, continue Delphine Lebas. Du test and learn. Nous avions la certitude qu'il fallait tester la location, mais nous nous sommes dit que nous allions fonctionner en test and learn, ajoute-t-elle. Petit Bateau a choisi de créer des box de vêtements pour bébés de 0 à 24 mois en location que le client alimente avec les 150 références proposées sur le site. Il n'y a pas d'engagement et la facturation se calcule par jour de détention. Un bébé change 6 fois de taille en 12 mois. La durée de vie du produit est supérieure à son usage. Nous avons construit un business plan location avec un modèle qui marche si les produits sont gardés 2 mois. D'après nos premiers résultats, l'hypothèse était la bonne, se félicite la directrice RSE. Si la marque souhaite passer aux vêtements pour enfants, le modèle devra évoluer. Un enfant garde sa taille 1 an, donc la location devra se faire sur plus long terme et le prix devra baisser. Entre omnicanal en magasin ou seulement online, les retailers s'essayent à différents formats. Kiabi teste depuis septembre 2022 la location directement en magasin pour les vêtements de toute la famille. Une fois la pièce louée et retournée, elle repart dans le circuit en seconde main. Decathlon a choisi un modèle omnicanal pour son offre lancée en octobre 2021. Les produits loués sont à la fois disponibles en magasin, 160 magasins à date pour la musculation, l'ensemble des magasins pour les vélos, avec une offre exhaustive sur le site. Nous ont détaillé les équipes de Decathlon par email. Petit Bateau a misé sur un modèle online pour centraliser sa logistique. Nous ne pouvions pas installer des machines à laver dans chaque magasin, plaisante Delphine Lebas. Côté résultat, Petit Bateau a enregistré 70 000 connexions lors du premier mois et emmagasine des retours d'expérience. Nous pensions louer beaucoup de vêtements de nuit et nous louons finalement beaucoup de vêtements de jour. La sensibilité des clients sur le prix est forte. En période de solde, la différence de prix plus faible entre du neuf soldé et de la seconde main ou de la location a un impact sur les flux, témoigne Delphine Lebas. L'évidence des catégories bébés et enfants. Decathlon a d'abord testé son format de location pour les vélos pour enfants. Les enfants grandissent vite, leurs besoins évoluent très rapidement. La location, dans ce contexte, trouvait tout son sens, explique les équipes Decathlon. Petit Bateau s'intéresse aux catégories bébés 0 à 24 mois pour débuter. Gémeaux propose des vêtements de grossesse. Le bébé est un cas d'usage évident, que les produits soient neufs ou pas, n'est pas dérangeant. Nous nous adressons principalement aux jeunes urbains. Ils n'ont pas la place pour stocker des vêtements pour bébés et encore moins des meubles, observe le cofondateur d'Ernest, Alban Lemaire. Si c'est un axe de développement pour la start-up, elle n'a lancé son service de location qu'à l'été 2022 et ne possède pas un catalogue encore assez large pour proposer des packs chambre enfant et bébé. Si nous nous lançons, nous devrons chercher les bons fabricants et changer nos campagnes d'acquisition avec de nouveaux mots-clés, anticipe Alban Lemaire. Aller plus loin dans le reconditionnement, Petit Bateau a choisi de renvoyer les produits en location tant qu'ils sont comme neufs et de les revendre en seconde main s'ils ne sont plus en assez bon état. Chez Decathlon, les produits loués finissent aussi leur circuit en seconde main. Nous avons un produit couplé à des services nous permettant de tirer les enseignements de l'usage et de se nourrir des retours, notamment sur les besoins de réparation. L'éco-conception est donc au cœur de notre dispositif, encourageant une plus forte réparabilité et donc durabilité des produits, nous ont indiqué les équipes Decathlon. Chez Petit Bateau, aussi, la réparabilité et le recyclage sont au cœur du modèle. Notre objectif est de fermer la boucle en travaillant la réparation de nos produits et en réussissant à faire du Petit Bateau avec du Petit Bateau, c'est-à-dire fabriquer des vêtements de qualité équivalente à du Petit Bateau en recyclant des vêtements de notre marque, témoigne Delphine Lebas. Decathlon et Petit Bateau sont partenaires de une plateforme européenne qui travaille sur des tests de matières recyclées. Recycler de la matière n'est pas si compliqué, mais refaire un produit durable avec les mêmes gages de qualité est un défi auquel nous n'avons pas encore de solution, conclut Delphine Lebas.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.